Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Europe Territoire Écologie pour les élections européennes du 9 juin et président du parti radical de gauche. On va commencer avec l'actualité internationale et ses résonances nationales. Un drapeau palestinien a été brandi hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par le député LFI Sébastien Delogueux à la suite d'une question au gouvernement sur Rafah. S'en est suivi devant les caméras un très vif échange entre le député LFI David Guiraud et l'apparenté républicain Meyer Habib qui s'est fait alors traiter de porc. Comment vous réagissez à cette séquence? Est-ce que c'est une énième outrance d'LFI ou à quelque chose qui a été franchi là dans la radicalité du débat et des gestes même? Non, moi je crois que c'est terrifiant au regard de ce qui se passe aujourd'hui réellement, à la fois à Rafah, mais ce qui s'est passé à Gaza et ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre. C'est-à-dire que vous avez des innocents qui meurent partout et vous avez en France des responsables politiques qui exacerbent la violence, qui ne cessent d'être dans la provocation. Enfin, on peut soutenir le fait que aujourd'hui, ce qui s'est produit à Rafah est insupportable, sans pour autant considérer que tout débat autour d'Israël-Palestine doit être un débat qui porte à une forme de violence permanente, une forme de violence que Mme Rima Hassan n'a pas cessé de colporter depuis des semaines, évidemment soutenant tous les mouvements de contestation contre M. Netanyahou, et je ne suis pas favorable à M. Netanyahou, mais en n'équilibrant jamais le discours. Et de la même manière, vous n'avez jamais vu la France Insoumise lancer un drapeau autre dans l'Assemblée nationale. Vous ne les avez pas vus prendre un drapeau ukrainien, vous ne les avez pas vus prendre un drapeau Femmes, Vie, Liberté pour l'Iran, vous ne les avez pas vus prendre d'autres drapeaux, finalement, que celui de la Palestine. Ça ne veut pas dire qu'il faut minorer ce qui se passe, ça veut juste dire que quand vous êtes face à une situation humaine aussi grave que ce qui se produit depuis le 7 octobre, et du côté des Israéliens et du côté des victimes civiles au côté palestinienne, on doit garder de la mesure, du sang-froid et surtout de la justice dans le propos. Est-ce que cette mesure, elle doit apparaître de façon plus flagrante dans la position de la France et celle de l'Europe aussi, qui est assez inaudible quand même sur la séquence qu'on vit depuis le 7 octobre? Là, la France est en train de rédiger une résolution avec l'Algérie sur ce qui s'est passé à Rafah notamment. On en est où? C'est quoi votre position à vous? Mais la position de l'Europe est, de manière générale, en matière diplomatique, assez souvent inaudible. Aujourd'hui, c'est un des grands sujets. L'Union européenne n'a pas réussi à se transformer, à devenir finalement un continent dans lequel on est capable, hormis sur la question ukrainienne où il y a eu, au début, un accord assez historique. Pour le reste, aujourd'hui, on ne peut que regretter d'avoir une Europe qui est systématiquement dans des divisions de diplomatie nationale. On ne peut en tout cas le regretter que quand on est très européen, comme je peux l'être. À l'inverse, ce qui est un problème, c'est que je ne comprends pas non plus quelle est la position de la France. Parce que ça fait des semaines que le président de la République change de pied chaque fois qu'il s'exprime, qu'on ne comprend pas ce qu'il veut ou ce qu'il peut porter dans la région, et c'est extrêmement inquiétant. Aujourd'hui, on a besoin, je le dis, d'une ligne claire. Nous sommes dans un conflit, nous sommes dans les suites d'une attaque terroriste. Il y a eu une attaque terroriste historique sur le sol israélien. Des pogroms ont été réalisés de manière absolument immonde. De la même manière, vous avez aujourd'hui une réponse qui est apportée par Israël. Israël est un État démocratique, mais quand vous êtes un État démocratique, ça oblige. La France a été attaquée. Elle a répondu. Elle a répondu y compris par les armes, y compris sur le sol syrien. Mais il y a un devoir de proportionnalité quand vous êtes une grande démocratie. Et donc aujourd'hui, la ligne de la France doit être exprimée clairement. Nous avons toujours été dans ce pays pour une solution à deux États. Il faut la porter. J'ai vu qu'au Parti travailliste israélien, il y avait un nouveau dirigeant qui pouvait tenir un discours absolument similaire. Enfin, il est temps que les gens raisonnables se mettent à parler. On ne peut pas continuer de n'écouter que ceux qui crient, vocifèrent et instrumentalisent finalement la mort des gens, ce qui est insupportable. La solution à deux États, vous l'évoquiez, est-ce que ça implique pour vous la reconnaissance, là, maintenant, d'un État palestinien? Emmanuel Macron dit oui, pas tabou dans l'absolu, mais pas maintenant, pas de reconnaissance d'émotion. Quand vous soutenez une solution à deux États, il va bien falloir qu'un jour il y ait deux États. La question, c'est quelle est aujourd'hui la gouvernance possible de l'État palestinien, autre qu'une gouvernance par le Hamas qui soit une gouvernance terroriste? Est-ce qu'on veut instaurer un État terroriste? Évidemment, personne ne le veut. Et on sait bien qu'il y a d'autres forces, y compris en Palestine, qui pourraient être amenées à discuter démocratiquement. Mais encore faut-il créer les conditions. La question, c'est comme toujours, c'est de prendre les problèmes à l'envers, de les poser comme étant des postures, alors même que là, en ce moment, se jouent des vies de femmes, d'hommes, d'enfants innocents. Plus globalement sur ce sujet, sur d'autres, vous êtes une liste de gauche, vous l'affirmez, mais pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore peut-être, qu'est-ce qui vous différencie de la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann?
Bah, c'est très clair, nous sommes la gauche qui, depuis 2 ans, n'a jamais voulu s'allier avec la France insoumise. Nous sommes la gauche qui n'a pas renoncé à ses valeurs républicaines, laïques, universalistes. Nous sommes cette gauche qui a considéré qu'on ne pouvait pas se ranger derrière la plateforme des insoumis après l'élection présidentielle, qu'on ne pouvait pas appeler à élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, qu'on ne pouvait pas faire campagne aux législatives pour Madame Panot, pour Madame Obono, pour Madame Soudet, pour Monsieur Caron, pour Monsieur Guiraud. Enfin, finalement, la gauche qui n'a pas oublié ce qu'elle est. Et moi, je le dis très clairement, aujourd'hui, nous sommes encore cette gauche qui dit « et les filles, c'était ni hier, pas plus aujourd'hui, mais pas plus demain ». Et j'aimerais l'entendre de façon aussi claire de la part d'autres listes de gauche. Malheureusement, ça n'arrive pas pour des raisons qui sont toujours les mêmes. La combinaison électorale plutôt que la franchise démocratique. En tout cas, sur le ni demain, Emma Rafovic, qui est numéro 8 sur la liste PS Place Publique, a écrit très clairement « Nous, on a fait le choix de l'Union et c'est le choix de l'Union qu'il faudra faire en 2027 ». C'est exclu totalement pour vous. Enfin, vous restez sur cette ligne et vous regrettez que le PS... Moi, j'ai écouté M. Glucksmann dire qu'il avait un problème avec M. Mélenchon, mais qu'il n'avait pas de problème avec de nombreux responsables de LFI. Moi, je voudrais qu'on me dise lesquels, parce que je ne les trouve pas. J'ai écouté le numéro 3 de la liste de M. Glucksmann, qui est celui qui se félicite depuis 2 ans de ce qu'a été la NUPES comme une grande réussite. J'ai lu, effectivement, Mme Rafovic, numéro 8 de la liste de M. Glucksmann, qui explique dans un journal que le PRG aurait changé de chemin. Non, le PRG n'a pas changé de chemin. Le PRG a gardé sa route. La route claire d'une gauche qui ne transige pas, qui lutte contre le racisme, qui lutte contre l'antisémitisme, qui lutte contre toutes les violences, qui lutte contre les fondamentalismes religieux. Enfin, en fait, ce que les Françaises et les Français qui aujourd'hui sont face à des violences attendent de la part d'une gauche responsable. Donc non, et les filles, pas hier, pas aujourd'hui, pas demain. Les citoyens des 27 pays de l'Union européenne ont été interrogés dans un sondage commandé par le Parlement européen. Dans 26 pays, c'est l'optimisme qui prime. Un seul où c'est le pessimisme qui prime, c'est la France. Vous vous définissez comme pro-européen. Il y a un côté où on se dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Français ? Enfin, les préoccupations, est-ce que c'est la facture d'énergie qui va baisser ? Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui va prendre fin ? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à se dire aujourd'hui, le réenchantement de l'Europe, il ne marche pas ? Mais il ne marche pas parce que le débat est pris d'une manière totalement stratosphérique, technocratique. Ça fait des semaines qu'on assiste à des débats de sortants qui s'arrachent, s'échinent sur leur bilan, un bilan que les Français n'ont pas observé. Et donc, vous avez une déconnexion entre le débat démocratique auquel vous assistez et ce que les Français ressentent et disent. Que disent les Français ? Ils disent « l'Europe est une grande puissance mondiale, vous nous dites qu'il faut la renforcer, il n'y a pas de paracétamol et d'amoxicilline dans nos pharmacies. Nous, on propose de faire un Airbus du médicament comme on a fait un Airbus des avions. » Que vous disent les Français ? Ils vous disent que quand ils produisent des pommes dans le Limousin, ils ont des règles de production qui sont saines, sans néonicotinoïdes, mais que dans la compote de nos enfants se retrouvent des pommes qui arrivent d'Europe avec ces produits dits toxiques. Qu'est-ce que nous répondons ? Harmonisation des normes de production. Ce que je vous dis pour les pommes vaut pour toute l'agriculture et la viticulture aujourd'hui. Que vous disent les Français quand ils sont sur le terrain ? Aujourd'hui, dans les métropoles, dans les zones touristiques, on n'arrive pas à se loger. Aujourd'hui, on a le droit d'y travailler, mais on est obligé d'aller vivre à 1 heure ou à 2 heures. Et après, vous nous expliquez qu'on ne peut pas prendre notre voiture. Que dit aujourd'hui l'Europe en matière de logement ? Rien. Il y a un volet vert dans le pacte vert, un Green Deal en Union européenne. Nous proposons qu'un statut de résident soit installé pour permettre à ceux qui sont effectivement dans les métropoles ou les zones touristiques pour les faire vivre, soient prioritaires pour acheter leur domicile principal. Finalement, si vous prenez l'Europe par ce que vivent les gens, vous la rendez extrêmement désirable. Mais si vous prenez l'Europe comme étant un débat tel qu'il est posé aujourd'hui, de grands technocrates qui discutent élargissement, sans expliquer que si on élargit encore, il faudra alors accepter une Europe à 2 vitesses pour permettre à des États d'aller plus vite dans l'harmonisation fiscale, dans des zones sans glyphosate, alors vous ne donnez pas envie d'Europe et c'est bien ça le problème. Il y a ces technocrates, mais il y a aussi Jordan Bardella, le Rassemblement national, qui l'a crédité dans le dernier sondage à 34% d'intention de vote. Ça n'arrête pas de monter. Il y a cette impression d'un match plié, de Renaissance qui est à la traîne, le PS qui monte quand même. Mais on se dit, vous l'avez dit, les extrêmes sont la honte. Mais concrètement, qu'est-ce qui ne prend pas dans le discours d'opposition à RN, qui le fait monter ? Et comment vous pouvez incarner aussi cette opposition et la faire vivre au-delà des déclarations, mais voilà, que ça marche, entre guillemets, dans les sondages. Écoutez, nous, on est cette gauche qui est enracinée dans les territoires. On a vu ce vote monter depuis des années. On connaît les électeurs du Rassemblement national. On vit avec eux. Parfois, ils sont même dans nos familles. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans le pays. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait une campagne et qu'on fait une campagne en dehors des métropoles. Parce que l'électorat du RN, il est dans des territoires qui se sentent éloignés, relégués,
invisibilisé. Il est avec des femmes et des hommes à qui on présente aujourd'hui deux alternatives pour cette élection. Une, c'est le derby de la France qui va bien entre M. Glucksmann et Mme Ayer, et de savoir lequel des deux aura la garde partagée ou alternée de cette France. Et l'autre solution, si vous n'êtes pas considéré dans cette offre politique-là, eh bien c'est M. Bardella qu'on vous montre matin, midi et soir. Toutes les autres offres politiques sont effacées. On n'a pas envie d'entendre ce que nous avons à dire à Europe Territoire Écologie. On n'a pas envie d'entendre parler de cette gauche des territoires, de cette gauche républicaine, parce que finalement ça gêne. Ça fait des mois et des semaines qu'on nous impose le fait que la gauche serait soit cette gauche des métropoles qui lance des grands débats sociétaux, woke, identitaires, communautaristes, qui sont sans fondement pour ceux qui vivent des difficultés, ou l'extrême droite. Eh bien moi, je dis qu'il est temps de nous laisser la parole.